Alors, je suis de retour avec mon invité, M. Richard Robillard. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. 18 ans, c'est la deuxième période d'adolescence. Hein? Oui, parlez-nous ça des deux périodes d'adolescence. Ben, c'est Daniel Siegel. Daniel Siegel qui a écrit un livre fantastique que j'ai encore hier dans une école secondaire. Je dis, lisez ce livre-là. On lit pas. Ou allez l'écouter sur le vidéo. Oui. Ils sont là. Daniel Siegel qui a écrit le livre Le cerveau de votre ado. Mais je donne de la formation avec mon amie Stéphanie Dubois sur les ados. Ça fait 25 ans qu'on travaille avec eux. Mais quand tu lis ça, ton cerveau est différent. Tu vois les ados différemment. Tu vois la beauté des ados. On ne parle plus de la beauté de nos ados, la beauté de nos enfants. C'est effrayant, ça. Il y a des parents qui m'arrivent et disent « Ah, là, mon enfant, il est dans le Terrible 2. » Je leur dis non. Il est dans le magnifique 2 ans. Il marche. 1000 connexions à la seconde depuis qu'il est au monde. Hey, c'est magnifique, ça. Pourquoi tu dis Terrible 2? Là, il faut que tu lâches ton cellulaire, tu t'occupes de ton enfant. C'est aussi simple que ça. Mm-hmm. Puis à 4 ans, c'est pas le fucking faux. Non, c'est le magnifique 4 ans. Ah, parce qu'il commence à se positionner, à dire non. À se positionner, à s'affirmer. Puis encore là, qu'est-ce qu'on fait? Au Québec, on met le mot trouble. Il y a un trouble de position. Il n'y a pas de trouble de position chez les enfants. Ils définissent leur personnalité. Oui, avec la contre-volonté. Mm-hmm. Avec la contre-volonté, c'est-à-dire qu'ils se mettent contre la volonté de l'autre, puis on n'a pas le temps de tout expliquer ça, mais il faut aller lire le livre de base pour les enfants du primaire, Jouer, grandir et s'épanouir, de Deborah McNamara. C'est un livre de base, ça. C'est fantastique. Puis le cerveau de votre ado avec Daniel Siegel. Donc, Daniel Siegel, il dit, il y a 2 périodes d'adolescence. 11-12 ans, jusqu'à 16-17, j'ai une petite fille de 13 ans, elle est là-dedans. Puis là, mais encore là, c'est plein de mythes. On pense que c'est les hormones. C'est pas les hormones. C'est une retransformation du lobe frontal à l'âge de 12-13 ans que le jeune vit. Il a besoin des adultes. Parce que cette transformation-là, il arrive une tempête émotionnelle, l'inhibition fonctionne un petit peu moins, puis là, ils veulent s'affirmer en même temps. C'est inouï. Ensuite, il y a les amis qui rentrent. Oui, parce que c'est important, l'aspect social chez les adolescents. Oui, c'est important. Mais attention, l'aspect social, c'est pas tant les amis, mais l'aspect social, c'est avec les adultes aussi. Mm-hmm. C'est avec les adultes. Puis il faut voir la beauté là-dedans. Martin Seligman, quand il a mis de l'avant les 24 forces du caractère divisées en 6 vertus, la beauté fait partie des 24 forces. Puis elle fait partie de la vertu de la transcendance. J'entends pas ça souvent, moi, dire « qu'ils sont beaux, nos jeunes. » J'entends pas ça souvent. Puis je le dis. Puis même en classe, quand les jeunes, mes étudiants parlent « que c'est beau ce que tu viens de dire. » Répète ça. Puis la deuxième période d'adolescence, c'est 18 à 25 ans, normalement. Si tu es une personne mal partie dans la vie, comme moi, c'est plus tard que 25 ans. Moi, ma maturité affective a commencé dans la quarantaine, en termes personnels, parce que mon cerveau, il avait été bloqué. Et c'est pour ça que, comme dit Gordon Neufeld, il faut parler d'un enfant bloqué dans sa maturité. Puis la question à se poser, c'est qu'est-ce qui lui manque pour débloquer. Pour pallier à ça. Pour débloquer. Et souvent, ce qui lui manque, c'est la qualité de présence des adultes. Il n'y a aucun système qui développe un cerveau. Alors, aucune tablette, aucun... Mais aucun système. C'est les systèmes de comportement positif. Ça ne développe pas un cerveau. Parce que, d'abord, c'est dans une éducation comportementaliste. Puis oui, on obtient un comportement. Mais ce qui développe le cerveau, c'est toujours la relation avec des adultes. Et c'est là qu'on a un rôle majeur. Et que je regrette de ne pas l'avoir appris assez vite. Mais maintenant, je l'ai appris, mais je dis, je vais faire de mon mieux. Vous reprenez-vous un petit peu avec vos petits-enfants?
Ah, ben oui, avec mes enfants, ma Hum, fille, les enfants, bien sûr, tu sais, je veux dire, puis j'explique Oui. qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau, puis ça aide souvent les parents. Comme ce matin, j'ai rencontré des parents où il y a un petit bonhomme là, qui vit quelque chose de difficile à 8 ans, un peu normal, puis ils sont sortis, surtout à dédramatiser. Pas possible qu'on dramatise, puis on met le mot trouble partout. Trouble de comportement, trouble de position, trouble de C. Trop de C'est- concentration, Ah, peut-être. mais non, mais regarde, tu sais, je veux dire, le cerveau, il est en développement, comprends-tu? Alors, c'est ça. Là, il y a 2 périodes d'adolescence. Fait que je dis aux parents, soyez patients. Là, vous en avez de 11, 12 ans jusqu'à 25 ans. Mais la deuxième période d'adolescence, elle est belle parce que c'est le cheminement vers l'adulte. Vers l'adulte. Puis cette période est importante, Hum. puis elle est belle. Puis là, ils font des expériences de vie, tu vois-tu? Alors, je C'est dis, quoi le plus gros défi des parents en 2024 ah ben, présentement? ben, Est-ce qu'ils ont les mêmes défis que mes parents, que vos ben, parents? ouais, c'est-à-dire que si tu lis le livre de Daniel Siegel, dans le temps de nos parents et tout ça, ce qu'ils vivaient, c'est qu'ils ils, ils devaient nous donner le meilleur d'eux-mêmes, Mhm. comme maintenant. Ça n'a pas changé. Maintenant, c'est l'environnement qui a changé. Tu sais, dans le temps, exemple, il n'y a pas de téléphone. Non, non. Ben, tu sais, jeune, moi, enfant, il n'y a pas de télévision. Ben, la télévision est arrivée. Donc, l'environnement a changé. Mais je veux te revenir sur ce que tu dis, si tu permets, sur les mots. Moi, j'attache beaucoup d'importance aux mots. On m'a appris ça. Puis là, je le fais. On dirait que dans notre société, on n'est plus capable de respirer sans penser au mot défi. Moi, je ne suis pas capable. Je me souviens d'une personne qui me disait, mon défi, c'est de l'aimer. J'ai dit, lâche ça. C'est pas un défi d'aimer. Ça C'est vient. un beau projet personnel. On me demande, c'est quoi tes défis à 76 ans? Je leur dis, j'ai plus de défis. J'en veux pas de défis. D'abord, pour ceux qui ont un trait d'anxiété, c'est anxiogène souvent. C'est quoi ton défi, là? Mhm. C'est anxiogène, ça. Puis on dit ça aux enfants. Mhm. On dit ça à l'enfant, apprendre la première étape. On les étiquette comme ça, maintenant on dit les enfants à défi. Ben oui, ben non, ben c'est pas un enfant défi, c'est un enfant à développer. Mhm. C'est pour ça qu'il faut beaucoup parler de l'éducation développementale. Alors, puis moi, je connais des enfants ou même des adultes, quand on leur parle de défis, déjà, ils ont plus de cortisol. Alors, Parce qu'ils disent qu'est-ce que je vais le devoir mot faire, défi hein? vient du mot défier. C'est comme s'il fallait défier quelque chose. Moi, je veux rien défier. Oui, il y a des défis dans la vie. Bon, la maladie, tu sais, c'est bon. La COVID, c'était un Mhm. moment de défier, hein, puis de se mettre ensemble. Mais la vie, c'est pas juste du défi. Il y a des beaux projets. Le projet d'aimer, le projet d'offrir le meilleur de soi. C'est pas un défi, ça. Puis aussi, il faut savoir que c'est pas toujours facile, dans le sens qu'il y a la facilité aussi, on dirait, dès que la facilité n'est pas là, Exactement, c'est c'est là très qu'on beau dit ce que c'est un tu dis. défi, là. Ben oui, c'est très beau. On n'est pas capable de rester avec les malaises. Actuellement, là, on n'est pas capable. Regarde Mm. juste le stress et l'anxiété. Alors, s'il y a des facteurs de stress, donc, il y a des réponses de stress, comme dit si bien Mme Lupien, puis d'autres, comme Mme Mm. Wendy Suzuki. Les réponses de stress, c'est ton corps. Puis là, tu sens un malaise. Mais on n'est pas capable de rester avec le malaise. Puis là, ben, tout de suite, ça nous prend quelque chose, il faut arrêter ça, médicaments, ou on va aller boire. On n'est pas capable de rester avec le On va malaise. quitter, on va s'en aller, Oui, on va exactement, au lieu de rester éviter. avec le malaise, parce que les malaises, ça tue pas. Mhm. L'anxiété, ça tue pas. Comme disait Sonia Lupien, le stress, ça tue pas. Mais si tu restes avec ton malaise, comme j'apprends encore, c'est un gros malaise dans mon année de deuil. Là. Moi, dire de quoi Mhm. cette année, là, ça n'a pas été simple. Ben non, parce que votre conjointe, c'est une grosse, je veux dire, quand une Ah, compagne de vie pendant beaucoup d'années, là. 27 ans et il y a quelqu'un qui m'a dit une belle phrase que je vais vous la dire. Euh, le deuil ne se calcule pas en temps. Le deuil se calcule en profondeur de l'amour que tu avais pour une personne.
Et je sais que je vais passer le reste de ma vie en deuil. Ce qui ne m'empêche pas de faire des choses. Comme dans mon année de deuil, ma femme, elle avait beaucoup de jardins, là où on demeure. Alors, l'été passé, j'ai fait une visite de jardin. 55 personnes sont venues visiter les jardins de François. Et actuellement, Françoise, pendant 12 à 15 ans, elle était une peintre aquarelliste et une photographe de la nature. Et actuellement, dans la maison, toutes ces toiles sont affichées. Puis il y a des gens qui viennent, comme demain, faire une visite de l'exposition de ces aquarelles. Et c'est de lui rendre hommage. Ben oui, puis de garder. Et ça, mais ça m'aide à vivre le deuil, comme là-dessus. Alors, c'est ça. Et, Je comprends. oui, il y a des choses dans la vie, mais puis, c'est une enseignante aussi, une enseignante engagée. Engagée pendant 35 ans, primaire, secondaire, elle enseignait en géographie, en histoire, en français. Puis les 15 dernières années, elle enseignait au raccrocheur à McMasterville, le français. Et c'était tout un travail parce que le matin, bon, les jeunes arrivaient, puis des fois, bien évidemment, avec une activation des neurones du lobe préfrontal droit, tu sais. Et puis elle était là pour les soutenir. Puis les élèves avaient un livre à lire. Puis là, je voyais arriver Françoise, fin d'après-midi, elle allait dans ses jardins, elle s'assoyait, puis elle lisait tout le livre que le jeune avait à lire. Jusqu'à 11h minuit. Je dis, pourquoi tu fais ça? Ben, elle dit, quand ils vont me parler du livre, je veux savoir de quoi ils parlent. Ça, c'est du professionnalisme. C'est nous, ça. Alors, c'est pour ça que je dis que oui, on déplore des trucs. Je ne veux pas m'avancer sur des choses qui me font faire des montées de lait, mais je dis que dans l'ensemble, puis c'est quasiment prouvé, il y a plus de positivisme que de négatif. Oui, quand on s'arrête et qu'on veut le voir. Là, on regarde ça. Là. Oui. Et, bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à changer. J'ai ma bonne amie là, qui arrive de la Belgique, puis elle a vu des choses là-bas. Sais-tu qu'est-ce qu'elle fait? C'est une directrice d'école, mais je vais la nommer, Milena Joa, à l'école Paul-Émile Bordua, à Saint-Hilaire. Puis elle commence un groupe d'enseignants durant l'année avec des rencontres, moi et ma collègue Brigitte, sur les neurosciences cognitives, en lien direct avec des enseignants de la Belgique. Fait que c'est des belles choses, ça. C'est positif. Ben, c'est très positif. Puis c'est sa deuxième année avec ses enseignants. Alors, ici, je me dis, moi, j'ai baigné depuis l'an 2000 à peu près dans la psychologie positive, qui est une psychologie qui veut qu'on puisse développer d'une façon optimale toutes nos ressources humaines. C'est ça, la psychologie positive. C'est le domaine de recherche inouï. Puis ça doit être plus agréable aussi à vivre. C'est plus agréable pour soi. Son travail, ben oui. Puis c'est plus agréable pour les autres aussi. Hein? Et dans cette psychologie-là, par exemple, la question à se poser, quel effet que j'ai sur les autres? Parce que, vois-tu, on a manqué notre coup avec l'estime de soi au Québec. Tu savais ça? Martin Seligman en parle, Elias Kotsou, Christophe André, un grand maître de l'estime de soi. Il y a beaucoup de vidéos. Oui, dans les années 80, 70, 80 surtout, l'estime de soi, c'est vraiment important de savoir s'estimer, c'est-à-dire reconnaître sa valeur. Ben oui, puis non seulement on a manqué le bateau, mais dès qu'on en voit un qui a une estime. Oui, mais on a manqué le bateau sur la façon de faire. Oui. C'est la façon de faire parce qu'on est arrivé à faire en sorte que l'estime est centrée sur soi et comme dirait Alexandre Jolien, sur son nombril. Individualisme. Puis Alexandre Jolien, qui est un grand philosophe, avec Mathieu Ricard et Frédéric Lenoir, toute la gang, ils finissent par dire, mais à force d'être centré sur son nombril, ça finit par sentir le sûr. C'est écrit. Alors moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Mais c'est ça qu'on a développé comme estime de soi, le « je me moi ». Mais si tu regardes un des derniers numéros de la revue Cerveau et Psycho, sur la nouvelle estime de soi, c'est que la saine et juste estime de soi, c'est une fois que tu as
tu t'es estimé, oublie-toi, puis aide les autres. Estime l'autre. Oui, aide les autres à se développer. La nouvelle estime de soi, actuellement. Alors, c'est intéressant, ça. Alors, c'est pour ça que... Mais Mais qu'est-ce qui fait qu'au Québec, on a du mal aussi à justement, quelqu'un qui va avoir son estime de lui, puis qui va même aider les autres et tout ça, puis qui va se démarquer, là. Ça paraît quelqu'un qui a une certaine estime. Je parle pas de quelqu'un dans l'ego, puis quelqu'un de... Oui, ça paraît. Mais ça dérange aussi. Ben oui, mais c'est sûr que ça dérange. Puis heureusement, moi, je trouve ça heureux. Le dérangement est important. D'ailleurs, quand on enseigne, on dérange les enfants. On dérange des connexions de neurones. On dérange le cerveau des enfants. Un parent, il est là pour déranger ses enfants. Je regarde ma fille avec ses 2 filles. Ben, tu sais, elle les dérange. Elle leur pose des questions, puis elle leur met des limites. C'est dérangeant, mais le dérangement est essentiel. Moi, on m'a dérangé dans ma vie. Quand, dans une formation, je me suis fait dire, puis avec raison, et que tu es centré sur toi. Mon Dieu, de quoi? C'est drôlement dérangeant devant 25 autres personnes. C'était correct, on était en formation, on était là pour recevoir la vérité, mais c'était vrai. C'était dérangeant, mais ce dérangement-là, je m'en souviens encore. Ah, je me dis, wow, c'est ça que je suis actuellement. C'est une partie de moi, du moins. Puis c'est ça qui fait en sorte que j'ai des problèmes de relation. Une chance que j'ai été dérangé. Mais on n'accepte plus d'être dérangé. Alors, oui, moi, je t'ai nommé de mes collègues tantôt, ils dérangent dans leur milieu. Mais c'est comme des neurones. Ben, ils se connectent à une autre neurone. Fait qu'elle, elle se connecte à une collègue. La collègue, elle vient se connecter à elle, puis il y en a une troisième, une quatrième. C'est pas un réseau. C'est pas un réseau de neurones. Mais parce qu'elle l'a dérangé. Il ne faut pas avoir peur de ça. Non, parce Puis que c'est ce qui fait bons... avancer, ce qui fait changer les choses. Ben oui, les très bons politiciens. Puis ben, je pense à Mme David, pour moi. Je suis en amour avec elle. C'est dommage qu'elle soit partie. Bon, elle ne pouvait plus. Mais elle était dérangeante. Quand je l'écoutais avec ma femme, je dis, oh là là, oui, l'environnement, c'est dérangeant. Ben, je dis, hey, c'est mon cerveau, il continue à évoluer. Mais notre société a fait en sorte que aussitôt qu'on a un malaise, il ne faut pas avoir un malaise. Mais non, Didier Pleu, un grand psychologue clinicien en France, quand tu lis ses livres, c'est dérangeant. C'est dérangeant. Il dit, dérangez nos jeunes, mettez-leur des balises. Oui, parce que... Puis un alpha met des balises. C'est pour ça que nous, on travaille beaucoup avec l'approche positive qui comprend l'empathie, la bienveillance et la saine autorité et fermeté. Puis l'enfant, c'est l'enfant qui te donne l'autorité. Mais il te donne l'autorité parce qu'il a confiance en toi. J'ai un très beau reportage avec Stéphane Duquette. Quand il parle, c'est l'enfant qui me donne l'autorité, mais je dois conquérir l'enfant. Il faut qu'il accepte de me la... Ben, c'est-à-dire qu'il va accepter parce qu'il est en confiance. Mais moi, je n'ai jamais donné l'autorité à quelqu'un qui me battait. Mais non, non. Parce que j'aurais été... la pire chose, c'est la résignation. C'est pas l'enfant qui vit une colère. Il n'est pas la résilience. Là. Non, la résignation. Et d'ailleurs, si tu lis le livre de Dan Bigra, son plus jeune frère, il s'est résigné. Puis il est mort d'overdose. Parce que la résignation, ça t'emmène dans la dépression. Pour l'avoir vécu. Mais quand tu te lèves debout, tu dis non, c'est fini ça. Alors, un enfant qui pique une crise, il est en vie. Mais là, l'adulte, il se sent dérangé. Puis là, il y a des techniques, il y a des stratégies, il y a des interventions à avoir. La première intervention, c'est de dire à l'enfant, il n'y a pas de danger, je suis là. Il n'y a pas de danger, je suis là. Je suis ta réponse, comme dirait Gordon Neufeld ou Deborah McNamara. Alors, tu vois-tu, quand tu te permets d'aller lire, d'aller écouter, et là, tu as un casse-tête avec différents morceaux de casse-tête que tu mets en place. Puis là, ça finit par te dire, mais voici ma posture. Et voici avec quoi je veux travailler. Et ça te permet de détraumatiser, de démystifier. Ça te permet de voir la beauté.
Puis en tant qu'adulte, quand le parent a compris ça, il a pu saisir ça, l'enseignant aussi. C'est pour ça, effectivement, que dans le milieu de l'enseignement, on s'en parlait même avant de débuter. Tu sais, on parle, on dirait, plus du négatif, puis on a commencé l'année scolaire avec du négatif aussi, tout ça, mais il y a plein de belles choses qui se passent dans le milieu de l'éducation, énormément, mais on en parle moins. Ben, parce C'est vraiment que, dommage. ben, c'est comme le reste, hein? C'est comme le reste, comment dire, quand tu écoutes les nouvelles, puis on dit des bonnes choses, tu les écoutes pas. Parce que le côté négatif, ça attire ton lobe préfrontal droit. D'ailleurs, Mme Lia Boumimski, dans ses recherches, elle dit ceci, ça prend 3 à 5 dépôts positifs pour équivaloir à un retrait négatif. Les couples qui vont bien, ils ont plus de dépôts que de retraits. Et quand ça va mal, tu as plus de retraits que de dépôts. Alors, c'est pour ça que mes collègues et moi, on propage en classe d'avoir des dépôts, hein, d'accueillir le matin les élèves, de leur dire merci d'être là. Tous les matins, j'ai mes collègues qui disent aux élèves merci d'être là. Merci de me donner ton attention. Merci de faire ce que je vais te demander parce que je sais ce qui est bon pour toi. Et si l'adulte n'est pas capable de dire ça, mais les enfants peuvent être en insécurité, surtout les enfants avec un attachement sécure puis les mal partis. Ils ont besoin de savoir qu'il y a un adulte solide et qui sait ce qu'il a à faire. Mes gens, Mélanie, tout ça, elle dit aux élèves, fais ça pour moi. Il se sent important. Il se sent important. Oui. Puis en plus, il y a des enfants qui ne veulent pas savoir pourquoi ils font les choses. Ils veulent savoir pour qui. Mm-hmm. Les bien partis, c'est implicite. Mais les mal partis, c'est-à-dire qui ont débuté leur vie avec beaucoup d'insécurité, ils veulent savoir pour qui. Et d'ailleurs, puis je vais dire encore une phrase de Gordon, quelle est la première motivation d'un enfant? C'est d'être bon pour sa figure d'attachement. Quand il a dit ça, je suis devenu ému. Parce que je n'ai jamais été capable, enfant, d'avoir cet instinct d'être bon pour mes parents. Mm. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand tu es battu, quand tu es humilié, cet instinct-là, elle ne se met pas de l'avant. Qu'est-ce qui vous a poussé ou amené à aller si loin dans votre carrière, dans le vouloir d'en savoir plus? La force de vie. OK. La force de vie. Comme dirait André Paré, le 3e niveau. Le premier niveau, c'est le concret, c'est les actions. Le 2e niveau, c'est les processus internes qu'un enfant a, son histoire, ses blocages, puis même chose chez l'adulte, ses connaissances. Puis le 3e niveau, c'est la force de vie. J'ai tenté de partir et la vie m'a retenu. Mm. La force de vie. Voilà. Puis là, vous êtes devant moi aujourd'hui. C'est ça. Ah, puis là, pour ça que vous voulez transmettre, vous voulez laisser un héritage. Oui. Dans les processus de deuil, une des phases importantes, qui est parmi les dernières phases, c'est pas linéaire, mais c'est de regarder l'héritage que l'autre nous laisse quand il part. Et là, ça nous amène dans notre vivant qu'on laisse un héritage. Il y a 2 formes d'héritage. Il y a l'héritage du présent, pendant qu'on est vivant, puis l'héritage lorsqu'on est parti, de ce que les gens se souviennent de nous. Alors, c'est ça. Puis vos petits-enfants, vos enfants, qu'est-ce que vous voulez quand vous ne serez plus là, qu'est-ce que vous voulez qui se rappelle le plus ou ça serait important pour vous dans tout ce que vous avez fait, dans tout ce que vous avez semé? Vous en avez semé beaucoup pour monsieur, madame, tout le monde, mais dans votre cours à vous. Mais qu'ils se souviennent que je les aimais et que je croyais en eux. Il y a 3 niveaux de croyance ou de confiance. D'abord, d'avoir confiance en soi, de croire en ce qu'on fait. Ça m'a pris des années pour comprendre ça puis mettre ça en pratique. Maintenant, je crois en ce que je fais
Parce que j'ai assez une bonne base. Avoir confiance et croire au potentiel du cerveau des enfants. Tout se joue là. D'ailleurs, notre outil, c'est le cerveau. Mm. On pourrait avoir des enfants, pas de bras, pas de jambes, puis les aider à vivre. D'ailleurs, il y a un homme qui est né en Australie, pas de bras, pas de jambes. Je ne dirai pas son nom parce que je n'arrive pas à le prononcer. Vous irez sur YouTube. Mm. Il est marié, il a des enfants, admiration à sa femme, puis il fait des conférences sur la résilience et la motivation. Mm. Parce que l'outil qu'il a, le cerveau, il y a des adultes autour dans sa vie qui l'ont amené à se développer. Donc, c'est le cerveau, notre outil. Mm-hmm. Et avoir confiance aux expériences que les enfants vont vivre dans leur vie. Autrement dit, avoir confiance en la vie. Ça m'a pris du temps. Aujourd'hui, j'ai confiance en la vie. Des fois, elle t'emmène des trucs difficiles, Mm-hmm. comme la perte de ma femme, mais en même temps, son heure était venue de nous quitter. Mm-hmm. Mais c'est des expériences. Faire face à ce que... Puis moi, à continuer, à prendre soin de nos petits-enfants, de nos enfants et tout ça. Ah, c'est ça. Puis, à travers tout ce parcours-là, vous avez aussi guéri le petit Richard. Ah oui, ça, c'est bon. Tu vois, quand je regarde tout ça, l'enfant intérieur qui m'habite toujours, on trouve un enfant intérieur, c'est prouvé ça, on passe par là, il est beaucoup plus serein. Du moins, il est plus apaisé parce que c'est un enfant constamment sur le qui-vive. Puis évidemment, quand tu es sur le qui-vive, le moins petit coup de vent, bien là, ton cerveau, il part. Hein, tes deux amygdales, là, plein de cortisol, puis là, tu es sur le GAD. Puis bon. Mais ça, il est apaisé. Ça l'a aussi apaisé mon adolescent révolté parce qu'il y en avait un maudit. Tout un révolté, dominant, qui avait tellement peur qu'il voulait dominer tout le monde. Mais là, maintenant, j'ai appris à me laisser aller à l'autorité. Et l'adulte, il devient plus sage. Et d'ailleurs, quand j'étais jeune, je regardais des grands-parents ou des gens âgés, puis je me disais, j'ai hâte d'avoir cet âge-là, mais il me semble qu'on doit être mieux dans la vie. Ma femme a dit, ben non, elle a dit, moi, je ne pensais pas ça. Ben, j'ai dit, oui, parce que tu es une bien partie, toi. Tu es une bien partie, alors tu ne penses pas comme ça. Mais beaucoup d'adultes ne comprennent pas les mal partis. Et ça, il faut en parler de ce que c'est, sans accuser personne. Non. Non. Comment on peut se qualifier de mal parti? Qui sont les mal partis? Boris Cyrulnik. Il a fait une belle vidéo là-dessus, que je présente souvent. Un enfant bien parti, quand il arrive au monde, il est dans une niche affective sécurisante d'adultes, maman, papa, ou deux papas, deux mamans, là, tu sais, bon, des adultes. On appelle ça des figures d'attachement sécurisants. Pas juste une, deux, trois, grand-maman, une niche affective. Et ce qui fait qu'il est en sécurité partout. Bien parti. Il développe un attachement sécure. Un mal parti, ben, pour divers facteurs. Il y a deux catégories de facteurs. D'abord, il y a le côté de facteurs génétiques. Si je nais avec des symptômes d'autisme, avec un anxieux généralisé, avec une hypersensibilité, tu ne pourras pas de la même façon. Mais ce qu'on peut appeler des légers malpartis, si seulement si ils sont dans un environnement sécure. Des malpartis sévères, moyennement sévères et sévères, c'est qu'en partant, il n'y a pas de sécurité. Il y a de la violence éducative ordinaire. Les très sévères, il y a les abandons. Il y a les traumas. Il y a les troubles de l'attachement, tout ça. Ben, vous n'avez pas le mot trouble, là, mais... Ben, c'est que, oui, mais ça existe, le trouble de l'attachement. C'est l'attachement désorganisé. Ça, c'est le trouble. L'attachement insécure, évitant et anxieux, c'est plus un déficit d'attachement. C'est des malpartis, mais tu peux avoir des légers malpartis puis des sévères. Je pense à Dan Bigra, c'est un sévère malparti. Parce que c'est pas ça que tu veux, mais c'est ce que l'environnement te donne. J'en fais partie de ces sévères malpartis.
Alors, c'est ça, entre bien parti et mal parti. Et puis, si on ne comprend pas ça, mais ça nous amène dans des écoles à essayer de normaliser tous les enfants, puis à leur dire, mais voici ce que j'attends de toi. Puis ça, là, c'est la phrase qui me fait faire une montée de lait. Voici ce que j'attends de toi. Moi, on me disait ça, là, puis dans ma tête, il attend ça de moi, mais je ne suis pas capable. C'est pas une question de vouloir, c'est une question de pouvoir. Fait que je n'étais pas capable de le donner. Là, j'étais en crise, puis je fuyais, parce que fuir, pour moi, ça a été une survie. À un moment donné, là, tu dis, mais je fuis, fuck you, tu sais. Excusez-moi. Et puis, ils ne comprennent pas que ces enfants mal partis-là, ils ont besoin d'avoir des adultes alpha dans leur vie pour restructurer le cerveau, restructurer le lien d'attachement, puis sentir qu'on compte pour quelqu'un, sentir que je dépends sainement d'un adulte, hein, la saine dépendance. On a besoin de ces adultes-là. On peut les trouver dans notre vie par après, mais il y en a qui ne les trouvent pas. Il y en a qui ne les trouvent pas. Puis d'ailleurs, tu me fais penser, Richard Davidson, dans ses écrits, il a fait une expérience, c'est écrit d'ailleurs, il est allé dans une prison à Wisconsin, puis il s'est posé la question avec toutes ses recherches, comment il se fait qu'il y a des adultes qui passent un certain temps en prison pour différents délits, puis il y a des juges, puis ça, je ne conteste rien. Mais comment il se fait? Comment c'est qu'ils sont arrivés là? Puis comment ça se fait qu'ils y retournent? Fait qu'il est allé voir retombe dans le même pattern. Dans le même pattern. Puis il est allé voir des prisonniers, puis il a dit, bien, quand vous allez mourir, je peux-tu utiliser votre cerveau pour l'étudier? Ils ont dit oui, mais attends qu'on meure. Fait que c'est correct. En étudiant le cerveau de ces gens-là, puis surtout en étudiant le lobe frontal, il s'est aperçu que ces gens-là, à 50, 60 ans, qui avaient été des mal partis, qui avaient été de la délinquance, puis la criminalité, puis tout ça, le lobe frontal était développé comme un enfant de 5 ans. C'est-à-dire des parties du lobe frontal qui ne s'étaient pas développées. Donc, entre autres, des fonctions exécutives comme l'inhibition, la flexibilité, la gestion des émotions. C'est inouï, ça. C'est ça, des mal partis. Fait qu'il y en a qui restent avec de graves séquelles. Avec de graves séquelles, puis des traumas, puis tout ça. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin d'adultes comme toi dans ce que tu fais. Puis je pense à ma femme, puis je pense comme à vous. tous mes amis. Puis moi, là, maintenant... Donnez-vous un petit crédit. Oui, je le dis, oui, mais maintenant, je le reconnais. Parce qu'avant de reconnaître tout ça, quand tu es un mal parti, ça prend du temps. Parce que ça déchire des voiles. C'est comme si on n'y avait pas droit, là. Oui, mais c'est que ce que je me rends compte, c'est que ça déchire des voiles. Puis déchirer un voile intérieur, ça fait mal. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas déchirer. Au contraire, il faut que quelqu'un t'aide à déchirer le voile. Mais ça fait mal. Ça fait mal de savoir que tu as de la bonté quand on t'a toujours dit que tu n'avais pas de bonté. Ça fait mal. Ou que tu valais rien. Ou que tu valais rien, ou avec tous les qualificatifs dont je n'ose pas prononcer. Alors voilà. C'est pour ça, et c'est pour ça que le travail qu'on fait, toi, moi et d'autres, on est bien plus que le monde pense, qui font ce travail-là, de prendre soin du cerveau des enfants et de développer leur potentialité. Puis je terminerai avec le mot éducation. Albert Jacquard, tu dois avoir connu Albert Jacquard, le philosophe généticien en France. J'ai lu tous ses livres. Il disait, le mot éduquer, de sa racine latine, c'est educere, qui veut dire faire jaillir le potentiel de quelqu'un. Alors, cessons d'être centrés sur une éducation comportementaliste, parce que le comportement, c'est un langage. Puis allons dans une éducation développementale pour faire jaillir le potentiel de nos jeunes.
Puis, si on parle des enseignants qui sont présentement, on parle de, puis vous savez, vous avez été superviseur de stage, vous avez été conseiller pédagogique, vous avez été directeur d'école. Là, on parle de la condition des enseignants. Il y a les non légalement qualifiés qui entrent de plus en plus. Ouais. Vous voyez ça comment? Comment on va être capable de pallier à tout ça? Tu sais, on dit qu'en dans 5 ans, les jeunes enseignants partent et tout ça. En mettant, ouais, mais là, il faut faire attention. Ouais. Moi, quand ils disent après 5 ans, il y a des enseignants qui Mais partent. c'est ce qui véhicule. Là. C'est pour ça que là, on veut remettre les pendules à l'heure, justement. Oui, mais il faut nuancer. J'ai appris à nuancer, à relativiser les choses. D'ailleurs, mettre en perspective à une des 24 forces. Puis avec mes collègues, on en parle beaucoup. Puis il y a des crises aussi. J'ai même une très bonne amie qui, après 1 an, voulait arrêter. Mais maintenant, elle enseigne depuis 25 ans. Puis elle est une des personnes qui n'a pas de beaucoup. Il y en a qui partent. Puis je me dis, c'est correct qu'ils partent. C'est correct qu'ils partent. Parce que c'est pas parce qu'on a étudié dans un domaine qu'on se rend compte qu'on a les atouts. C'est correct. Puis moi, je connais du monde qui se sont orientés sur l'informatique ou sur d'autres choses, puis ils mènent une belle vie, puis ils aident les gens. Il faut un peu... parce que la dramatisation au Québec, on est fort là-dessus. Bon, il y a un certain pourcentage. Il y en a d'autres qui partent et qui reviennent par après. Il y en a qui vont partir pour se donner un nouveau souffle, comme j'en connais. Il faut faire attention à ces statistiques-là. Puis il y en a qui vont être heureux ailleurs que là. Puis il y en a même qui étaient ailleurs, qui reviennent dans l'enseignement, qui viennent dans l'enseignement. Puis oui, on est dans une crise, on manque de personnel. Puis moi, je travaille pour des centres de services, beaucoup, dont une que je vais nommer, que je suis là depuis 15 ans, le centre des services Seigneurie des Mille-Îles, avec ma bonne amie Julie Pelletier, qui est une conseillère dans la formation des enseignants, puis les nouveaux. Puis on donne beaucoup de formations ensemble là-bas, et avec ses collègues. Mais ils sont beaux, les gens qui nous arrivent. Dernièrement, j'étais avec une gang de jeunes, puis il y en avait là-dedans qui sont aux études encore, puis qui viennent aider dans les écoles. Ils sont beaux. Ils ont une soif d'apprendre. Mais ils veulent être là. Ils veulent être là, puis ils ont une soif d'apprendre. D'ailleurs, l'amour de l'apprentissage est une des 24 forces. Alors, puis là, il faut les encadrer, puis offrir de la formation. C'est la formation, il faut les soutenir. J'ai ma bonne amie Mélanie Filion au Centre des services des Hautes-Rivières qui travaille avec ces jeunes enseignants. Elle a une belle expérience, cette femme-là. Mais c'est ça qu'il faut mettre en place. Il faut avoir des lieux de formation. Moi, sur mon côté, dans les formations privées, il y en a qui viennent. Ils sortent du bac, puis ils viennent. Il faut aussi insister les jeunes enseignants à aller aux études de 2e cycle. Parce que le bac, c'est pas suffisant. Non pas que c'est pas bon. Il y a des bonnes choses là-dedans, mais c'est pas suffisant. Parce qu'on peut pas tout faire. Il y a une base, il y a le salage à avoir, que j'appelle, qui est le bac. Maintenant, il faut peaufiner nos murs, le toit, qui est les études de 2e cycle. Même la formation continue aussi, tout prend tout son sens aussi. Actuellement, je suis encore en formation avec Gordon, le 3e niveau, puis des formations de Christophe André, puis de Boris Cyrulnik. C'est aimer apprendre jusqu'à la fin de sa vie. Puis l'amour de l'apprentissage, je le dis, c'est une des 24 forces du caractère. Mais il faut le dire aux enfants. Et que t'aimes apprendre. On ne le dit pas. Je voudrais terminer avec... Ça demande 3 langages pour développer les cerveaux. Un des premiers langages, c'est le langage des émotions, qu'on appelle souvent mentaliser. Nommer à l'enfant ce qu'il vit. Qui demande de l'empathie, pour le comprendre, qui demande du temps dédié, qui demande de l'écoute. Puis de dire dans l'enfant, là, je vois que tu vis là, de la frustration, ou je vois bien que c'est difficile pour toi. C'est la qualité de présence de l'adulte. Donc, le langage des émotions, puis il y a tellement de recherches là-dedans. Puis on sait que quand on nomme des émotions, ça diminue l'intensité de 50%, surtout les émotions désagréables. Puis ça renforce les émotions agréables. Parce qu'il faut nommer les émotions agréables aussi. Et là, je vois un petit bonhomme qui est content de lui. Bon. 2e langage, et ça, on n'est pas friand là-dessus, le langage des besoins. Là, je vois que tu as besoin de moi.
Oh, je pense qu'on aurait besoin d'aller marcher. Là. Puis là, des besoins, il y en a. Quand tu lis le livre de Thomas d'Azambaud, à la fin du livre, là, il te nomme une gamme de besoins. On ne parle pas des besoins. On n'ose pas aussi, même en tant qu'adulte. En tant qu'adulte, on veut que l'autre devine les besoins. Hein? C'est ça aussi. Puis j'ai fait ça longtemps. Jusqu'à temps que quelqu'un me dit, mais dis ton besoin. Alors, les besoins. Parce que les besoins, c'est... Quand on parle de ses besoins, puis l'autre nous parle de ses besoins, dans notre cerveau, eh bien, c'est le côté affectif qui est touché. Quand quelqu'un nous parle de ses besoins, souvent, on va l'écouter. Hein? Le langage des besoins. Et le troisième langage, le langage des forces. Si on utilisait les forces en éducation, à la maison, comme dans les écoles, les recherches démontrent qu'en développant les forces, alors les difficultés s'amoindrissent. On fait du renforcement positif. J'ai ça, le renforcement. Pas ça, ce mot-là? Moi, le renforcement positif, là, c'est pas des animaux. On va renforcer. Ben non, tu n'as pas besoin de renforcer la nature des choses. Mais de valoriser plus les forces de l'enfant? Ben c'est que, non, d'en parler. D'en parler, c'est ça. D'en parler, ben oui. Bon, exemple, moi, je dis souvent dans mes conférences, essayons de pas avoir de pas seulement avoir des mots chips. Tu connais les mots chips? Est-ce que tu connais les mots chips? Ben, ou des mots qui n'ont pas vraiment de sens. Non. Qui ont du sens, mais qui sont un peu futiles. Ben, c'est-à-dire que, moi, je dirais plus qui n'aident pas à se développer. Fait que sont des bonbons, mais qui ne s'y nourrissent pas vraiment. Voilà. Puis il y en a des mots chips, puis c'est des bons mots, attention. Bon, exemple, bravo. Mais bravo. Wow! Fantastique! Génial! Champion! Fantasmagorique, écoute. Mais je suis fière de toi. Même pas. Même là. Puis même dire à quelqu'un, je suis fier de toi. Là, moi, quelqu'un, puis je vais te raconter une anecdote. Je vais voir ma fille en théâtre, et puis il y a une personne qui a dit, vous devez être fier de votre fille. Là, ça jouait. Alors, j'ai dit non. Là, elle a eu l'air bête. Non, je ne suis pas fier. Elle dit, oui, mais oui, c'est ma fille. Je suis content pour elle. Elle fait ce qu'elle aime. Elle doit sentir qu'elle est fière d'elle. C'est sûr que c'est encore plus important. La fierté ne vient pas de l'extérieur. Moi, quelqu'un qui me dit qu'il est fier de moi, là, je lui dis, tu te mêles de quoi? J'ai pas besoin de ta fierté. C'est ma fierté que je veux ressentir. Les mots sont importants que j'ai appris dans mes formations. Alors, les mots de chips comme ça, qui sont pas mauvais, mais ça ne dit pas grand-chose. Ça prend d'autres mots plus... J'y arrive, puis même, il y a un jeune qui m'a dit, on me dit souvent bravo, ben, il dit, je ne l'écoute plus. Maintenant, si on nomme ce que l'enfant fait, ça, là, ça s'appelle de l'entraide. Puis l'entraide, ça fait partie là, de la générosité. Mais là, tu viens de nommer une force, la générosité, une des 24 forces du caractère, et ça marque le lobe frontal. Puis tellement que mes collègues, là, plusieurs, Catherine en parle comme ça, elle, puis les enfants se nomment entre eux. Sébastien, mon ami, qui travaille en 5e, 6e année, il leur montre les 24 forces dès la première journée. Ils font un test pour savoir quelle force qu'il a développée. Tu as ça sur Internet. Et durant l'année, les enfants se nomment entre eux avec les forces. Puis même, ils demandent à un jeune, là, Antoine, quelle est la principale force de Gabriel? T'imagines-tu? Le climat qui est entre l'autre, tu n'as pas besoin d'avoir un système... C'est de reconnaître l'autre. Puis reconnaître l'autre. Puis tu n'as pas besoin d'avoir des exercices d'habilité sociale, comme la danse sociale. Là, c'est pas avec ça que ça se développe. C'est relationnel, comme dirait Daniel Goleman dans son merveilleux livre « L'intelligence relationnelle ». On n'a pas besoin d'avoir des systèmes. On a besoin d'avoir des adultes qui nomment les vraies choses. Les bons mots. Les bons mots. Alors, voilà. Bien. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour votre continuité? Parce que, comme vous dites, vous n'arrêterez pas, là. Non, j'ai sûr que je n'arrêterai pas parce que, comme j'avais dit à ma femme avant qu'elle parte, elle me disait, pourquoi tu fais ça? J'ai dit, tu sais, François, j'ai reçu beaucoup. Si je m'arrête, je pense que je vais tomber en dépression parce que je veux remettre ce que j'ai reçu. C'est ça qui est troublant quand on apprend.
quand on apprend l'altruisme, c'est troublant. Tu te dis, ben là, si je m'arrête, là, tout ce que j'ai reçu. Oui, parce que ça nourrit. Ben oui, ça nourrit. Et puis, Ça, quelque part, je pense, avant tout, égoïste, parce qu'on se fait du bien. Tu sais, c'est pas le bon mot, mais ça nous fait du bien. Ben oui, puis comme dit Mathieu Ricard, tant mieux, ça nous fait du bien. Tant mieux, parce qu'on peut aider. Alors, qu'est-ce qu'on me souhaite? Bien, d'abord, de la santé. Parce que si j'ai pas la santé, là, je pourrais pas faire ça. Et de continuer à me sensibiliser aux autres, qui n'étaient pas chez moi naturels, mais qui est de plus en plus présent. Puis ce que vous faites aussi dans votre programme pour les hommes, ça doit faire une grande différence. Ah, ça, oui, c'est une beauté, là. Ces hommes-là, on se rend compte une fois par mois, puis comme je disais tantôt, le contenu, là, il n'y a pas un contenu fixe. Ça doit les transformer de... Ben oui, ils le disent eux-mêmes, puis là, on s'assoit, puis là, on est 10 à peu près. Bon, puis des fois, moi, cette année, j'avoue que ces hommes-là connaissaient ma femme, fait que je partais souvent. Bon, où t'en es dans ton deuil? Fait que là, je partais. Actuellement, c'est difficile. Mais là, ça va mieux. Là, je parlais. Puis là, l'autre en enchérait. Puis l'autre pense, puis ça fait 3 heures, on ne voit pas le temps passer, puis on dit, ben là, il faudra s'en aller, il est midi. Puis on vient le mois d'après, puis il n'en manque pas un. Un dimanche matin. Ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien, ils le disent. Puis tant mieux si je peux contribuer, parce que moi, il y a des gens qui ont fait ça avec moi. J'ai été dans un groupe d'hommes, j'ai été dans un groupe mixte, en thérapie 10 ans, ça m'a fait du bien. Et c'est ça que je dis, de remettre aux autres. Puis je disais à mon ami Stéphane Duquette, je dis, es-tu prête? Il dit, oui, je suis prête. Il y a 55 ans. Puis on prend nos hommes, on est 2, puis on les accompagne dans leur expérience. Voilà. Merci de m'avoir reçu. Écoutez, on vous aurait écouté pendant des heures, mais vous savez que moi, je termine toujours Vous savez, je suis un prof, hein, je remets les diplômes. Ça sera pas votre premier, là, c'est sûr, puis j'espère que ça sera pas votre dernier non plus, mais c'est un diplôme de reconnaissance, c'est de gratitude. Merci. Alors, certificat d'engagement décerné à Richard Robillard pour son expertise en psychoéducation, pour toutes les formations pensées et créées, pour ses années d'enseignement au primaire et au secondaire, pour son implication en tant que direction d'école et en tant que conseiller pédagogique, pour les nombreuses supervisions de stages effectuées, pour la formation continue et les nombreuses conférences, pour ses collaborations précieuses et bien choisies, pour l'aide exceptionnelle apportée tant aux professionnels, aux individus qu'aux familles, pour son constant engagement à vouloir comprendre et accompagner l'humain, pour avoir fait une place particulière aux réalités et aux émotions masculines avec l'homme enraciné, pour les milliers d'enfants, d'adolescents et de parents accompagnés, pour l'écoute et la bienveillance qui continuent de paver sa mission, pour l'éducation. Merci, M. Robillard. Merci à toi. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Alors, merci. Ça, je vais mettre ça précieusement. Richard, enfant, adolescent, jeune adulte, il commence à guérir. Il commence à guérir. Oui, c'est ça. Puis vous pourrez... J'en prends soin. Et c'est ça, devenir adulte solide, c'est de prendre soin de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Hein, c'est ça aussi. Bien, je vous remercie en tout cas au nom de toutes les familles, tous les gens que vous aidez directement à travers vos formations, mais à travers tous ceux que vous formez, les enseignants que justement vous changez leur façon d'enseigner, vous changez leur vision d'enseigner. La même chose avec les parents, de devenir des alphas. Puis là, on ne parle pas de mort l'alpha, là, on parle des alpha bien défini par Gordon Duffel. C'est ça. Et puis, ben, vous changez des vies peut-être encore plus que vous ne le pensez naturellement. Alors, je vous remercie au nom de toutes ces familles-là, puis je vous souhaite longue vie. Et je terminerai, parce qu'il me vient soudainement, quand je t'écoute, ce que Gilles Vigneault disait. On avait demandé, moi, j'étais un homme que j'aime beaucoup, je l'ai vu souvent, je l'ai lu, je l'ai écouté. On lui demandait, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? Et il a dit tout simplement, tu sais comment est-ce qu'il est? Ouais. Oh, il dit, je voudrais qu'il pense que j'ai pu être utile. Et ce sentiment d'utilité-là, c'est le propre de l'humain. Je pense que vous aurez atteint aussi cet objectif. Merci à toi. Merci, M. Robillard. Merci. À la prochaine. Merci. Merci. Vraiment, ça m'a touché.